Nous allons pouvoir commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce cours de problèmes économiques contemporains où nous allons aujourd'hui consacrer cette séance de 2 heures sur le thème de la crise économique. Alors nous choisissons ce thème parce que voilà bien un pays qui, depuis 2018, se trouve plongé dans une récession importante, alors même que juste auparavant, c'est-à-dire juste avant cette période, juste avant 2018, ce pays était remarquablement doté de ressources, évidemment elle les a toujours, mais surtout de performances économiques en termes de taux de croissance plutôt élevés et donc un bon positionnement de ce pays vis-à-vis de la production de richesses. Et depuis lors, on peut dire que tout va mal. Donc 2018, crise de change, on va bien entendu développer ce qui est advenu pour expliquer d'abord les éléments avant-coureurs de déclenchement de la crise et tous les rouages de l'économie qui se sont mis en œuvre pour précipiter cette économie dans le marasme et dans la récession. Bien entendu, ce pays s'est retrouvé, comme tous les autres, face aux problèmes de la pandémie en 2020. Et voilà qu'aujourd'hui, ce pays est frappé par des tremblements de terre et d'ailleurs un double séisme, puisqu'il y a déjà encore 3 jours, nous avons appris que 40 000 nouveaux défunts avaient été recensés lors du deuxième tremblement de terre qui a eu lieu lundi. Mais c'est celui du 6 février qui marque véritablement la date importante par rapport aux dégâts, bien entendu, que ce pays va devoir endosser en termes de régulation économique. Voilà, alors on va commencer effectivement à situer la conjoncture en 2018 et on va déjà montrer en fait que depuis quelques années précédant cette période, la Turquie présentait, c'est vrai, un déficit extérieur déjà suffisamment élevé. C'est-à-dire, vous qui connaissez maintenant les différents concepts, donc le déficit, la dette extérieure de la Turquie, vous voyez, avoisinait déjà donc 5,6% du PIB en 2000, bien entendu, avec les séismes, il va falloir que le pays se reconstruise et qu'il puisse de nouveau continuer à attirer des touristes. Alors pour l'instant, bien entendu, la situation est mise entre parenthèses. Donc, voilà l'idée, c'est que on commence à comprendre en effet que ce système de régime de change fixe va donc être préjudiciable à la Turquie qui voit plutôt ses devises sortir la preuve en est. Il y a un déficit de la balance des pays. Alors on va voir ce que cela va entraîner. En effet, ici on voit bien qu'il y a une vulnérabilité. Vous savez, c'est un pays émergent. Donc, alors, on pourrait d'ailleurs placer ce pays dans la liste des principaux pays émergents. Si je vous dis quelle est la liste des pays émergents, eh bien vous allez me répondre, on va trouver sur un moteur de recherche. D'accord? Donc je plaisante. Alors la liste, moi je vais vous la donner, c'est simple. Vous avez la Chine qui arrive en tête, qui caracole en tête des pays émergents, ça ne vous étonne pas, avec un PIB de 14 000 milliards de dollars tout de même. Ensuite, vous avez l'Inde, ces 2 pays qui sont donc des pays les plus peuplés au monde, avec une démographie tellement forte qu'on comprend en effet qu'ils arrivent en tête dans la liste des principaux pays émergents. Vous avez ensuite le Brésil, la Russie. Alors, la Russie, tout de même, 1,7 milliard. Attendez, je recommence. C'est 2000 milliards de dollars, effectivement, de production, tout de même. Ensuite, vous avez le Mexique et l'Indonésie, et on retrouve effectivement la Turquie. La Turquie, avec moins de 1 milliard de dollars, juste moins de ça. Mais tout de même, c'est quand même un pays qui produit suffisamment, alors peut-être pas suffisamment pour exporter, inonder les marchés de l'exportation, mais tout de même, la Turquie est un pays qui a des atouts forts en termes d'agriculture diversifiée, alors d'agro-industrie également, surtout au niveau de la transformation des céréales, beaucoup moins au niveau de la culture des céréales, puisqu'elle s'adresse à la Russie, justement. La Turquie s'adresse à la Russie pour avoir des approvisionnements en céréales. Mais tout de même, vous avez aussi
une industrie au niveau de la métallurgie. Voilà, c'est la métallurgie, notamment la production d'aluminium, qui permet effectivement à la Turquie de réaliser eh bien, en fait, un PIB assez important. Alors vous avez dans cette liste des pays émergents, et donc huitième, hein, donc la Turquie est le 8e pays émergent. Voilà. Alors, nous n'avons pas évidemment fait le tour de la cartographie de ce pays, puisqu'on va prendre le temps de le faire. On va passer maintenant à la deuxième diapositive pour présenter les éléments qui caractérisent le mieux en ce moment la Turquie à travers son président. Il est difficile, encore plus difficile de financer les achats à l'étranger, puisqu'avec une monnaie faible, ça nous coûtera plus cher. Voilà, donc le chômage va augmenter. 14%, il n'avait jamais été aussi élevé depuis 10 ans. Les dettes contractées en monnaie étrangère vont donc devenir beaucoup plus chères du fait de cette monnaie qui s'est dévalorisée. Et les investisseurs se détournent du marché financier. Voilà. Donc tous ces éléments-là vont être autant de rouages qui vont être entraînés les uns par rapport aux autres. Là, on parle d'engrenage, de spirale négative de la crise de change et qui va affecter, bien entendu, la Turquie qui n'avait, on le sait rétrospectivement aujourd'hui, n'avait pas besoin de ça. Déjà en crise, et se retrouve aujourd'hui avec des séismes. Bon, vous voyez, franchement, il y a des moments où on se dit que certains pays n'ont pas de crise. Alors, pour enrayer la crise, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez maintenant que vous avez tous les éléments pour comprendre comment il existe peut-être des politiques qui vont être adaptées à cette conjoncture de crise. Question, y en a-t-elle? Bon, la question, c'est que oui, il pourrait y avoir ce type de solution, mais est-ce qu'on peut véritablement le mettre en œuvre? Eh bien, la réponse est non. Pour utiliser les réserves de change de la Banque centrale, ce serait bien de pouvoir les utiliser, mais il n'y en a pas suffisamment. D'accord? Puisque, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'attractivité du territoire vis-à-vis de l'épargne étrangère. L'idée aussi, ce serait peut-être d'instaurer un contrôle d'échange, c'est-à-dire que on va figer aux frontières les entrées et les sorties de devises. Et comme ça, on est sûr que la livre turque ne sera plus en baisse. Le meilleur moyen de stabiliser une monnaie, c'est donc d'établir un contrôle de change. Alors, Erdogan va essayer d'instaurer le contrôle des changes. Mais ça veut dire que le pays ne peut plus importer, pas autant qu'avant, donc la France. On a parlé de l'opposition entre la Turquie et la Grèce, et maintenant parlons de l'opposition entre la Turquie et les États-Unis. Bien entendu, à cette période en particulier. Là, il s'agit de 2019. En octobre 2019, c'est-à-dire en automne 2019, juste avant la pandémie, il y a eu le printemps de la paix. Alors, printemps de la paix, ça c'est le nom donné à l'offensive qui a été menée par les Turcs, par Erdogan, justement au niveau de la partie nord de la Syrie. Alors, on va simplement prendre conscience de la guerre informationnelle. Vous savez qu'une guerre, ça commence d'abord par un narratif, par un discours, par une propagande. Et regardez à quel point le mensonge est clair. On est en automne, c'est une offensive armée, et on l'appelle, non, on ne l'appelle pas la guerre d'automne, on l'appelle le printemps de la paix. Donc, c'est un commentaire, et c'est pour dire effectivement que voilà ce qui s'est passé. Tout simplement, les États-Unis, en fait, ont largement utilisé les Kurdes dont ils sont alliés, les Kurdes, pour qu'il y ait de la part des Kurdes alors, que je m'y retrouve. Dès lors qu'il faut parler de guerre, là, je commence à avoir un peu plus de mal. Alors, en fait, le peuple kurde se trouve dans le nord de la Syrie. Voilà. Alors, le peuple kurde se trouve dans le nord de la Syrie, mais aussi largement en Turquie. Et la minorité kurde n'est absolument pas appréciée en Turquie.
Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Les Kurdes ne sont pas appréciés par les Turcs, et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, parce que les Syriens non plus. Pour aller vite, ce qu'on peut dire, c'est que Erdogan ne veut ni des Turcs, ni des Kurdes, ni des Syriens. Alors c'est aussi de sa part une façon de renvoyer les grandes puissances occidentales à leur responsabilité, car l'accueil des réfugiés se fait essentiellement en Turquie. Alors lorsqu'il s'agit des Kurdes et des Syriens, c'est directement en Turquie que effectivement ces migrants sont orientés, ciblés vers la Turquie. Et Erdogan considère qu'il faudrait que d'autres grandes puissances puissent être à même d'accueillir les Kurdes et les Syriens. Voilà. Alors, ceci dit, ce qui s'est passé, c'est que Erdogan a décidé de faire une offensive dans le nord de la Syrie, alors même justement que les Kurdes étaient ceux-là même, les soldats qui luttaient contre Daesh. Et effectivement, les Kurdes étaient les alliés des Américains. Et voilà ce qui s'est produit. Les États-Unis ont dû laisser le champ libre à Erdogan sur le plan militaire, justement, pour que celui-ci lance son offensive en Syrie contre les forces kurdes. Voilà. Contre les forces kurdes alliées de Washington. Et c'est ça qui a entraîné là aussi des effets de rétorsion supplémentaire, puisque ça c'est en 2019, donc rétorsion. Voilà, et le total est désormais un peu plus fort, puisqu'il y a eu d'autres tremblements de terre lundi dernier. Les habitations, mais aussi les infrastructures sont touchées, et ça c'est important à signaler, les infrastructures de l'énergie, du transport, ce qui distribue l'eau, l'électricité, les canaux d'irrigation, donc les infrastructures qui distribuent l'eau et l'électricité ont été touchées, endommagées par les séismes. L'agriculture qui tenait une place importante, elle aussi, ça veut dire que l'alimentation, voilà, il va y avoir, enfin l'Organisation pour l'alimentation des Nations Unies a déjà signalé qu'il va y avoir des perturbations alimentaires possibles, et sur fond évidemment de guerre en Ukraine, ça rend encore plus difficile l'accession aux ressources, donc le prix des ressources est encore plus élevé. Bien entendu que l'inflation va augmenter encore davantage, puisque là, il y a une pénurie effectivement des ressources créées par la Turquie, de distribution d'eau, d'électricité, etc. Voilà, donc les investissements dans le secteur du bâtiment, parlons-en tout de même. Alors justement, effectivement, il a été pointé du doigt dans l'actualité, ça vous a pas échappé si vous avez... on a bien écouté les médias sur cet événement. Et on a bien entendu que les normes antisismiques n'avaient pas été respectées au niveau de la construction des bâtiments et travaux publics pour l'architecture d'immeubles qui est frappée là aujourd'hui par cette ce vice de forme qui d'ailleurs serait imputable aux amis proches, dirigeants du bâtiment et travaux publics d'Erdogan, parce qu'il s'agit effectivement d'un secteur industriel qui est très important. Dans l'économie, on dit, vous savez, que lorsque l'économie se porte bien, le secteur du bâtiment et travaux publics se porte bien aussi. Donc, vous voyez que c'est très... on dit qu'il y a les manias de la presse en Turquie, mais il y a aussi les manias du bâtiment et travaux publics, et il serait responsable en partie de ne pas avoir respecté les normes antisismiques. Bon, donc ça veut dire que quand on est économiste, évidemment, toute opportunité, même quand il y a des catastrophes et même quand il y a des menaces, peuvent se tourner en opportunités positives. Donc, autrement dit, dès qu'il y a un choc, une crise, voire une déstabilisation conjoncturelle, il y a donc possibilité de se projeter positivement vers l'avenir. Bien entendu, montrer tous ces mécanismes, donc c'est une illustration supplémentaire. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en guise de révision ou d'intérêt pour ces pays-là. Toute autre question, évidemment, susceptible d'améliorer la compréhension de ce pays. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, parce que c'est le Bosphore, donc ça se situe effectivement, c'est le trait d'union à la Turquie entre le monde de l'Orient et de l'Occident.
La Turquie a plusieurs fois demandé son intégration dans la zone euro, ce qui a été rejeté, et dans l'Union européenne, ce qui a été rejeté. Pourquoi? Parce que c'est un pays très particulier qui se retrouve aux frontières à la fois de religions, de deux mondes qui peuvent s'affronter, et puis effectivement avec un président qui bien sûr est susceptible d'être largement critiqué. Je crois qu'il y a beaucoup de féminicides dans le Turquie. Il y a effectivement, voilà, vous avez en fait une imprégnation des principes religieux sur la vie sociale, sur la vie quotidienne, qui est parfois préjudiciable et bien souvent en minorité, quelle qu'elle soit. Que ce soit les minorités kurdes, les minorités juives, les minorités syriennes, que ce soit... Voilà, non, c'est un pays assez contrasté, parfois et bien souvent injuste par rapport à... Tous ces sujets, si vous voulez, sont brûlants, finalement. Alors vous avez la Turquie, c'est un sujet voilà, qui suscite normalement pas mal d'interrogations. Est-ce que vous avez quelques questions à poser? Bien entendu, on n'a pas fait le tour, on n'a pas épuisé le sujet, mais ça peut être le cas. Sur l'inflation, par exemple, ah oui, vous voyez, par exemple, regardez là quand même, il a dit... Donc regardez, à rebours des théories économiques classiques, le président turc estime que les taux d'intérêt élevés favorisent l'inflation. Il dit exactement le contraire de ce que de l'enseignement qu'on donne en économie. Donc, vous voyez, il arrive même à s'opposer à la science. Donc la science la science économique a démontré depuis des siècles que pour lutter contre l'inflation, rien de tel que d'augmenter les taux d'intérêt. Bien lui, il dit non. Il dit non. Pour justifier sa politique des taux bas, il a avancé à plusieurs reprises les préceptes de l'islam qui interdit l'usure. Vous voyez que le religieux est à même de mieux gouverner un pays sur des raisons économiques que les arguments scientifiques et économiques eux-mêmes. Il est évident que je ne suis pas d'accord avec lui. Et ça, c'est certain. Alors, les Turcs vont devoir porter le fardeau de l'inflation encore quelques temps. Donc c'est la population turque, c'est la variable d'ajustement de ce pays. Donc il affirme également qu'avec l'aide de Dieu, voilà, nous sommes entrés dans une période où chaque mois sera meilleur que le précédent. Alors, c'est ça le combat si vous voulez, entre la religion et la science. Alors, quand on dit combat, on ne devrait pas, mais disons que, au moins, ce qu'apporte la science, c'est que vous ne pouvez plus utiliser des arguments liés à des croyances pour pouvoir emporter l'adhésion des personnes sensées. Et normalement, un président, enfin quelqu'un qui investit d'un pouvoir et d'une autorité pour un pays devrait au moins se garder de pouvoir utiliser des arguments. Alors on se retrouve un peu avec, des considérations comme celle-ci, avec des dictateurs dans l'âme, finalement. Donc c'est d'abord un discours, c'est d'abord un narratif qui précède effectivement la manipulation collective et par rapport à laquelle, bien entendu, la population ne peut pas faire grand-chose. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a eu, le 15 juillet de cette année, quelque chose qui s'est passé tout de même. Est-ce que vous avez été au courant? Il y a eu quasiment un coup d'État contre Erdogan, mais ça s'est passé très bien. Il est revenu, en fait, sur la scène politique internationale, comme si rien ne s'était passé, après avoir boycotté la presse, évidemment, les médias pendant un mois, où les médias n'ont pas pu rendre compte de l'actualité du 15 juillet en Turquie. Voilà, à ce point. Donc on est au XXIe siècle. Mais on revient effectivement parfois à ces discours nationalistes et on comprend aussi que par rapport, alors on dirait au contexte actuel vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, il y a maintenant, alors qu'il n'y avait pas ça pendant les années 90, il y a quand même eu la guerre en Yougoslavie, ça on le sait, ça a été vraiment la tache noire des années 90, mais à part ça, on n'avait pas eu trop de problèmes. C'est le retour de l'obscurantisme.
avec de telles affirmations. Voilà. Donc contredire la science sans faire de thèse, c'est pas tout à fait autorisé par la communauté scientifique. On ne peut pas faire dire, si vous voulez, à des concepts ce qu'ils ne disent pas. On ne peut pas faire dire à des théories économiques ce qu'elles ne disent pas. Hein? Et donc, l'intérêt des arguments scientifiques, c'est justement de s'éloigner des a priori, des croyances, s'éloigner de la manipulation aussi, par rapport à laquelle il est difficile de se prémunir aujourd'hui, puisque les médias sociaux amplifient ce phénomène. Donc là, il est évident que, bon, ça pose question. Voilà, alors, j'avais aussi quelque chose à vous montrer un peu préoccupant, c'est ça, c'est ça. Voilà, cette image-là est récente. Hein, cette image, elle est tout à fait récente, elle date il y a 2 mois. Donc, vraiment, le président turc Recep Tayyip Erdogan, hein, ses prénoms, hein, Recep Tayyip Erdogan avec son homologue russe Vladimir Poutine, ces deux-là sont à nouveau les meilleurs amis du monde. Depuis le putsch avorté en Turquie, donc du 15 juillet dont je vous parlais, Erdogan s'est rabiboché avec Poutine, il a son soutien. Et les deux ont choisi d'oublier. Il y a eu un épisode du bombardier russe qui avait été chassé en Turquie, ça les avait mis en difficulté, mais depuis, ils se sont retrouvés. Alors Erdogan a exprimé à Poutine sa volonté d'entreprendre une médiation dans l'établissement d'une paix durable entre l'Ukraine et la Turquie. Vous voyez, écoutez bien les discours, les narratifs précèdent ce qui va suivre ensuite. Et c'est pas très bon signe. Voilà, c'est pas très bon signe parce qu'ils ont abordé les questions liées à l'accord pour les céréales. Tiens donc, les céréales. Donc il y a déjà un accord. La Turquie se propose de transformer les céréales qui vont lui être vendues par la Russie. On sait bien que ce sont des céréales qui proviennent des greniers ukrainiens, bien entendu, donc de la production de l'agro-industriel en Ukraine. Et il y a aussi un projet de transformation donc, des céréales, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un projet d'acheminement de cette farine transformée vers les pays africains en cas de besoin. Mais il y a encore aussi autre chose. Il y a un projet d'exportation de l'ammoniac. Donc vous voyez que les enjeux économiques ils sont quand même bien là, sous la, avec en toile de fond les conflits armés, diplomatiques, et il y a en plus, il y a surtout, regardez, c'est bien écrit en rouge, ici j'attire votre attention, des projets communs d'acheminement de gaz. Vous savez que Nord Stream 2 a été abandonné, donc ça laisse l'opportunité possible de transporter le gaz autrement. Voilà. Et donc, vous voyez que cette alliance pourrait effectivement peser sur une nouvelle route du transport du gaz, qui ne passerait plus évidemment par Gazprom, qui achemine le gaz vers l'Allemagne. Donc, ça ne se passerait plus comme ça. Ouais. Donc, on les voit effectivement parfaitement complices, souriants. On sait très bien, en effet, que cette apparence risque effectivement d'être interprétée de façon avec discernement comme étant une menace supplémentaire. Voilà. Donc on en reste là pour l'instant. Avez-vous d'autres questions Avez-vous d'autres questions Je vois comment. Oui. Quelles sont les relations de la Turquie et la Chine? Ah oui. Alors, en fait, il y a un bloc d'alliance qui s'organise autour de la Chine, de l'Iran, de la Turquie, de la Russie. C'est très net, et de plus en plus, contre les Américains, avec Israël et avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est tellement en opposition avec l'Iran que tous les alliés de l'Iran se retrouvent de fait ensemble pour pouvoir ensuite évoquer justement des collaborations futures, et notamment à propos de la captation des ressources. Donc, dès qu'il est question de céréales et de pétrole, vous savez, c'est à peu près la même chose dans l'agro-industrie. Ces éléments-là sont décisifs parce que les céréales, ça constitue en réalité une denrée aussi valorisée que ne l'est le pétrole. Je peux vous expliquer pourquoi assez rapidement, mais pour vous dire, effectivement,
La Russie, déjà, ne peut pas se vendre selon les standards des marchés de l'exportation qui sont dominés par les Américains. Et donc, évidemment, les grandes entreprises ukrainiennes ont pu vendre le blé abondamment auprès de la Chine. Et la Chine, d'ailleurs, peut revendre le blé vers les pays d'Amérique latine. D'accord ? Alors, ceci dit, ils le font d'autant plus volontiers qu'ils ne s'obligent pas de vendre le blé en dollars. Et oui, parce que vous voyez que le côté normatif des États-Unis, c'est de vendre le blé calibré avec des normes extrêmement strictes. On appelle ça des barrières naturelles imposées effectivement aux différents pays. Donc s'ils ne suivent pas ces normes, ils sont hors champ, et c'est le cas de le dire, donc ils sont hors champ. Donc ça veut dire que les Russes ont trouvé opportunité à vendre auprès des pays émergents leur blé et le reste, d'accord, donc d'autres ressources, également le gaz, etc., mais pas libellé en dollars. Les États-Unis ne plaît pas à l'Europe. Parce que l'Europe, nous, on est plutôt du côté américain, quoique de temps en temps, on a envie d'être un peu à part. Le bouclier européen, s'il devient de plus en plus fort, ce serait pas mal qu'on devienne à part, effectivement, de ces enjeux bilatéraux. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que l'Europe essaie d'avoir une autonomie, et notamment en termes de développement durable sur les ressources énergétiques, et on a de quoi, évidemment, le financer, ça c'est bien. Mais vous voyez que c'est plutôt, donc ces forces, Iran, plus la Syrie, plus la Libye, plus la Turquie, plus, voilà. Mais, alors, vous allez me dire, ce ne sont pas des alliés, ce sont aussi des alliés. Les alliances se créent et se dénouent tout aussi vite selon les prises d'intérêt des uns et des autres. Donc ce ne sont pas des alliances durables, de bipolarisation de la géostratégie du monde. Non, c'est plus comme ça et on n'est plus au temps de la guerre froide. Les choses se sont complexifiées, il y a une multipolarisation maintenant au niveau des intérêts des uns et des autres, et surtout, on voit quand même que le marquage russe est de plus en plus important. Cette association avec la Turquie nous rappelle l'ancien Empire ottoman, où effectivement vous aviez la Crimée dans l'Empire ottoman, vous aviez la Géorgie dans l'Empire ottoman, et l'Ukraine aussi, qui est donc le cousin russe. L'Ukraine, c'est pas autre chose que des Russes blancs, donc certains vous diront que l'Ukraine et la Russie, c'est la même chose. Donc on retrouve ces velléités d'autrefois. En fait, pour conclure, qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est que c'est le retour des nationalismes. C'est ça qu'on pourrait dire. C'est le retour des nationalismes. Depuis Donald Trump, on a laissé la part belle au retour des stratégies protectionnistes. C'est que chacun tire vers lui ses intérêts et utilise les arguments religieux qu'on n'utilisait pas autant auparavant, et utilise des arguments nationalistes, etc. etc. N'oublions pas que la Turquie, c'est 1,5 million de morts dans les conditions de déportation contre les Arméniens. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas hésité. Donc, là, quand je vous montrais, si vous voulez, je peux vite vous montrer, là, pour conclure, là aussi, la révolution qui a été faite en Turquie juste après le démantèlement de l'Empire ottoman, c'est effectivement Mustafa Kemal qui a laïcisé le pays et qui a imposé un parti national très fort, mais attention, laïque, dénué d'aspect religieux. Donc en fait, il était déjà quand même un dictateur, mais un dictateur favorable à la laïcité et à la démocratie. Mais aujourd'hui, nous avons un dictateur favorable au nationalisme, c'est plus la même chose, et favorable aussi à favorable au fait de faire ressurgir des arguments religieux dans les affaires publiques et économiques. Voilà, donc je conclurai par évidemment ce problème-là de retour des nationalismes qu'on voit aussi à en Europe. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et également un très bon week-end.